Et si la presse n'existait pas, il faudrait ne pas l'inventer. Cette déclaration de Balzac, elle révèle avec franchise ô combien en tant qu'homme intellectuel de son époque, il savait déjà la force grandissante de l'ère médiatique, et plus particulièrement de ce qu'on en appellerait plus tard le quatrième pouvoir. Alors avant de parler de quatrième pouvoir et d'entrer dans le vif du sujet, il me paraît d'abord important qu'un petit point s'impose sur la définition de certains termes, et plus particulièrement celui de la démocratie. Alors étymologiquement, la démocratie elle est issue du terme grec démos kratos, qui signifie donc la souveraineté collective. Elle vient donc en opposition à un autre terme, celui de l'aristocratie, qui est le gouvernement de quelques-uns, et celui de la monocratie, qui est le gouvernement d'un seul homme. Maintenant, pour pouvoir comprendre pourquoi considère-t-on donc les médias comme le quatrième pouvoir, il faut dans un premier temps comprendre quels sont les trois premiers pouvoirs. On a d'abord le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif, c'est pas compliqué, c'est tout simplement celui qui fait les lois. À celui-là vient s'ajouter le pouvoir exécutif. Lui, il va venir assurer l'exécution de la loi élaborée au préalable par le pouvoir législatif. Et ensuite, on a le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, lui, il va contrôler l'application de cette loi et en sanctionner son non-respect. Alors, dans un État démocratique, ces trois pouvoirs ils vont généralement être séparés. Mais à ceci va venir s'ajouter un quatrième pouvoir, c'est celui dont peu ont conscience de son importance, de sa supériorité face aux autres, c'est le quatrième pouvoir, et c'est le sujet de cette vidéo. Les médias représentent la plus grande puissance de notre société contemporaine. Cette citation, elle est issue de l'écrivain britannique et de l'enseignant universitaire spécialiste de littérature du nom de David Lodge. Depuis les années 30 et 40, de nombreuses études ont été réalisées concernant l'impact des médias sur la pensée individuelle ou encore la manipulation mentale sur la foule. Et pour savoir si David Lodge nous dit vrai, lorsqu'il nous parle de cet impact et de cette puissance des médias dans la société contemporaine, on va donc s'intéresser à plusieurs de ces concepts-là, en nous appuyant donc sur les diverses études qui ont été réalisées depuis ces années. La seringue hypodermique d'Harold de Laswell. La seringue hypodermique, c'est un concept sociologique qui a été développé par Harold de Laswell dans les années 1930. Et elle met en avant l'idée par laquelle les médias injecteraient tout simplement leur information et de fait leurs messages, tels que des news, la propagande politique préélection par exemple, directement dans les pensées des individus qui consommeraient ce dit média. Alors il faut donc s'imaginer en quelque sorte une sorte de seringue que l'on viendrait injecter directement dans le crâne du patient, le patient donc représentant la foule, la seringue et son sérum représentant donc l'information implicite, et le médecin représentant les médias. Harold de Laswell, il va défendre ce concept ardemment dans son livre Propaganda Techniques in the World War, les techniques de propagande durant la Première Guerre mondiale. Pourquoi durant la Première Guerre mondiale? Parce que c'est durant cette première guerre, la guerre de 14-18, la première guerre dite totale, qu'Harold de Laswell il va montrer que les moyens de diffusion ils apparaissent comme des instruments indispensables à ce qu'il appellera la gestion gouvernementale des opinions. Alors celle des populations alliées, certes, mais également celle des populations ennemies. Alors pour Laswell, à partir de ce moment-là, ça va devenir très simple dans sa tête. La propagande va désormais rimer avec la démocratie. Parce que la propagande, à son sens, elle constitue le seul moyen de susciter l'adhésion des masses. Alors, si c'est un concept qui a par la suite été rendu obsolète par les études qui suivirent, il n'en reste pas moins qu'il émerge de nouveau aujourd'hui, notamment depuis l'essor de la télévision. En effet, il est assez aisé de trouver des exemples concernant l'obnubilation des médias lors de la période Covid notamment, ou encore plus récemment avec les images des violences des manifestants dans la rue contre la réforme des retraites et qui permettent, qu'on le veuille ou non, de faire rimer dans la tête du spectateur manifestants et violence. Ensuite, deuxième théorie, c'est la théorie de la communication à deux étages. Cette théorie elle nous est donnée par Paul Lazarsfeld et Elihu Katz. Lazarsfeld et Katz, ils partent quant à eux d'un tout autre postulat que celui de Laswell. C'est qu'au contraire, les individus, ils auraient une faible perméabilité au message des médias. C'est-à-dire qu'ils partent du principe, les individus, au contraire, sont très peu sensibles au message que les médias essayent, d'après Laswell, de leur mettre dans le crâne. En revanche, ils avancent une toute autre théorie. C'est celle de la communication à deux étages, autrement dit en anglais, la two-step flow of communication.
Elle met en avant l'idée par laquelle, dans un cadre politique par exemple, les électeurs choisiraient de voter pour un candidat en fonction de leur entourage. Car parmi leurs proches se trouveraient certaines personnes qui seraient donc plus influentes, et ces personnes-là, on les appellerait les leaders d'opinion. Ces leaders d'opinion, ça seraient des individus qui possèdent des caractéristiques sociales particulières, par exemple un niveau de diplôme élevé, un statut social favorisé, etc., etc. Mais qui occupent surtout une place centrale et importante dans un groupe et qui ont une capacité de nouer des contacts à l'extérieur de ce dit groupe. En gros, d'après cette théorie, les leaders d'opinion retraduisent les discours médiatiques de manière plus simple aux gens les moins intéressés qui ne feraient pas ce travail de recherche par eux-mêmes. Par exemple, dans ce concept-ci, un adolescent aura plus tendance à répéter ce que dit son père ou sa mère ou toute autre figure de position plus influente. On part donc de l'idée que la communication se fait à deux étages. D'abord, les médias communiquent aux leaders d'opinion, puis les leaders d'opinion communiquent à la masse, aux gens qui ne sont pas intéressés en fait. Mais ces théories, aussi opposées semble-t-elle, elles nous amènent toutes deux vers un point de convergence qui est le suivant. C'est que dans l'une ou dans l'autre, la masse peut être manipulée, ou tout du moins, elle peut se sentir manipulée si elle ne prête pas sa propre attention à la recherche de l'information, soit directement par les médias, comme dans la théorie avancée par Laswell, soit par un leader d'opinion, comme dans la théorie avancée par Katz et Lazarsfeld. Et cette sensation de manipulation, elle n'est pas à prendre à la légère. Elle n'est pas à prendre à la légère parce qu'elle va amener avec elle un problème, et un problème de taille, c'est celui de la méfiance. En effet, d'après un sondage mené par l'IFOP en 2021 sur une éprouvette de 1000 personnes interrogées, ce sont les 2 tiers d'entre eux, soit 67% des Français, qui disent douter de la véracité des informations qu'ils reçoivent de la part d'un média reconnu. Alors c'est vraiment flippant, parce que ça va traduire un réel manque de confiance envers ce qui normalement devrait être la référence, devrait être donc la norme en termes d'informations vérifiables et en termes d'informations fiables. Alors me direz-vous, il suffirait simplement de multiplier ces sources d'informations. Alors dans ce cas, l'information se vérifierait. Alors oui, c'est un très bon réflexe. Malheureusement, c'est un réflexe qui n'est pas suffisant. Et ça va être notamment être le sujet de cette deuxième partie, puisqu'on va parler de la concentration des médias. Alors comme vous le savez peut-être, la concentration des médias, c'est un sujet qui revient de plus en plus sur le devant de la scène. À chaque grand débat, après chaque élection, et à juste titre. Puisque comme vous allez pouvoir le constater, la pluralité des médias n'a pas réellement sa place dans le paysage médiatique français. En effet, une étude menée par Julia Cagé, une spécialiste de l'économie des médias et publiée en 2017, a mis en lumière les dangers de la concentration des médias en France entre les mains de quelques milliardaires qui auraient instauré une structure d'actionnariat volontairement opaque et volontairement complexe. Cette étude elle nous dit qu'en France, 51% des médias sont contrôlés par des actionnaires issus du secteur de la finance et de l'assurance, contre seulement 18% pour les actionnaires issus du secteur de l'information et la communication. Elle nous dit également, cette étude, qu'en excluant l'audiovisuel et en ne gardant que la presse écrite et les médias en ligne, les institutions publiques, et donc l'État notamment, ne représentent qu'1% du capital d'information des médias français. Enfin, de manière plus globale, ce sont 80% des médias français qui sont détenus par des entreprises privées. Et Julia Cagé, elle va conclure son étude sur le rappel de l'ordonnance du 26 août 1944 du Conseil national de la Résistance, qui rendait à la base obligatoire sur chaque exemplaire de journaux de rendre public le nom des actionnaires et de leur profession. Il faut savoir que cette règle n'a jamais été appliquée. Alors cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit finalement, fondamentalement? Elle nous dit qu'en France, on a un paysage médiatique qui fait l'objet d'une forte concentration entre les mains de quelques actionnaires. Mais le truc, ça va être de savoir, est-ce que ce problème, il arrive jusqu'aux portes de notre gouvernement? Eh bien la réponse c'est que oui. Oui, puisque le 16 novembre 2022, la Commission des affaires culturelles a examiné, enfin calmez-vous, elle a également voté contre, une proposition de loi qui visait justement à mettre fin à la concentration dans les médias et l'industrie culturelle. Alors cette proposition de loi, voilà ce qu'elle venait nous dire. Elle commençait d'abord par faire un petit point sur l'état du paysage médiatique français, puisque, je cite, 8 milliardaires et 2 millionnaires possèdent 81% de la diffusion des quotidiens nationaux et 95% de celle des hebdomadaires nationaux généralistes.
Cette concentration se constate également dans les autres canaux. 40% des 50 premiers sites d'information générale sont détenus par des milliardaires. Et sur les 8 radios généralistes, la moitié d'entre elles appartiennent à 5 milliardaires. Ces circonstances, elles favorisent l'émergence d'empires médiatiques qui menacent donc durablement les principes du pluralisme et avec eux les fondamentaux de notre démocratie. Alors, pour les plus douteux d'entre vous, qui ne verraient pas en quoi posséder plusieurs médias d'information pourrait être un problème dans la démocratie, alors laissez-moi vous en citer quelques exemples. Démantèlement de la rédaction, reprise en main idéologique, autocensure, surreprésentation d'un courant politique, c'est notamment le cas, comme on a pu le voir à de maintes et maintes reprises pour les chaînes du groupe Bolloré, entre autres C8 avec l'émission TPMP, ou encore la chaîne d'information CNews, ces chaînes étant toutes deux donc des chaînes surreprésentant l'extrême droite. Pire encore, c'est qu'en janvier 2018, ce sont 26 associations, 23 médias et de nombreux journalistes qui ont publié une tribune intitulée Face aux poursuites bâillantes de Bolloré, nous ne nous tairons pas, et dans laquelle ils dénonçaient entre autres les entraves à la liberté de la presse dont est désormais coutumé le groupe Bolloré. Ils expliquaient alors que plus d'une quarantaine de journalistes, d'avocats, de photographes, de responsables d'ONG et de directeurs de médias ont été visés par Bolloré et ses partenaires par des poursuites judiciaires visant à faire pression et étouffer tout possible scandale. Alors, pour conclure, à l'heure des réseaux sociaux, des débats qui font rage chaque jour sur les plateaux TV, des avis qui fusent de part et d'autre sans discussion aucune, demandez-vous quelles sont les sources de ces informations. Cherchez ensuite à multiplier pour pouvoir être sûr que ces informations soient véridiques. Parce qu'aujourd'hui, et plus que jamais, et notamment avec l'arrivée en force des intelligences artificielles, il va être de la responsabilité de tous d'être capable de s'informer directement sans croire aveuglément. Demandez-vous également si ne serait-ce finalement pas la plus grande preuve d'esprit critique et de maturité que d'être capable de faire cet effort individuel. Ok, petite voix off, du coup juste pour vous remercier d'être arrivé jusque là dans la vidéo si vous êtes arrivé jusque là. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura grandement plu et je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, voilà, histoire que je puisse y répondre, vous lire, savoir qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Et voilà, donc en tout cas, il y aura du contenu, donc je vous invite à vous abonner et je vous souhaite une très bonne journée.